économique et sociale, de l'élaboration du vote du budget, etc. Après de l'étude et du vote du budget. Et la commission des délégations qui est une autre commission qui s'occupe de voter les lois lorsque les parlementaires ne sont pas à l'Assemblée nationale. Comme actuellement, ça peut s'apparenter à des vacances. Vous savez, on travaille que 60 jours dans l'année, avec 90 jours, 2 fois 6 mois dans l'année. Et les autres 6 mois, normalement, on s'occupe de faire des études dans les commissions où on est au niveau des circonscriptions électorales. Pendant les 6 mois où on ne siège pas, il y a une commission qui siège à notre nom, qui s'appelle la commission des délégations. C'est à elle qu'on délègue le travail parlementaire. Elle siège permanemment. Donc c'est aussi une commission très importante. Après, il y a les commissions régaliennes, administration, la commission de l'armée, défense et sécurité, où je suis vice-président. Et puis il y a la commission des affaires étrangères, qui est aussi très importante et très active, et qui représente à la fois le gouvernement, mais aussi qui agit pour tout ce qui est représentativité de l'Assemblée nationale avec l'extérieur. Donc le Parlement guinéen est organisé dans ce sens. Mais il y a d'autres formes dans certains pays, comme la France, où vous avez un Sénat en plus du Parlement. Et dans ce Sénat, c'est on a des difficultés entre le gouvernement et le Parlement, il y a des problèmes dans les projets de loi, ils saisissent le Sénat qui vérifie la constitutionnalité des lois, qui vérifie que le gouvernement respecte bien ses règles et tout avant de ramener la loi en étude au projet. Pour ce qui nous concerne ici, lorsqu'il y a des difficultés entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, comme on est dans un système de présidentiel fort, alors à ce moment-là, c'est la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui étudie la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Alors, ce que je disais tout à l'heure, comment fonctionne un Parlement? Aujourd'hui, vous avez suivi une altercation assez violente entre les parlementaires lors de l'installation. L'origine de cela est liée à l'interprétation des textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en Guinée date de 1991. Depuis ça, il n'a pas évolué et il a été élaboré au moment où le PIP était extrêmement fort dans le pays et tout a été fait pour que la majorité s'empare de tous les pouvoirs du pays. C'est ce qu'on appelle autrement la dictature de la majorité. Pour installer le bureau de l'Assemblée nationale, il fallait voter à la majorité, à une seule liste. Il fallait que cette majorité désigne tous les membres des commissions, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a le RPG qui occupe, disons, sur les 13 postes de l'Assemblée du bureau, il occupe 12 postes. Il y a un seul poste de vice-président qui est réservé. Alors même que ce qui représente à peu près 96% des postes qu'il les occupe, alors même que le RPG ne représente que 60% de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que si on respectait la volonté populaire, il ne devait avoir que 60% de responsabilités dans le Parlement et les autres 40% à l'opposition. Malheureusement, cette proportionnalité n'est pas respectée parce que le règlement intérieur lui fait la part belle. Donc, dans l'interprétation de ces textes-là, c'est ce qui a donné cette altercation. Il y en a qui voulaient déroger à la règle édictée, et puis nous, on tenait à ce qu'on respecte la règle, quelle que soit l'issue, même si le RPG prenait 100%, quitte à remodifier la loi par la suite, parce que notre pays, comme vous le savez, souffre énormément du non-respect des lois et des règles qui régissent normalement nos rapports avec les administrations. Et donc, et ces règles sont édictées dans une loi organique. Je rappelle, pour le cas de la Guinée, une loi organique. C'est une loi très importante qui explique le fonctionnement d'une institution et qui est à la majorité des 2/3 pour notre cas, soit à peu près 76 élus. Ce qui n'est pas aujourd'hui à la disposition d'un quelconque groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Alors, quels sont les caractères, qu'est-ce qui caractérise la force de l'Assemblée nationale? Il y a deux choses. L'Assemblée nationale est une institution autonome. Elle est autonome dans l'organisation, du point de vue théorique. Elle est autonome dans la gestion financière.
Dans l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, l'Assemblée nationale devait être libre de nommer tous les cadres avec lesquels il travaille. Le président de l'Assemblée nationale devait signer la nomination du secrétaire général de l'Assemblée, du secrétaire général adjoint, de tout le personnel administratif devait être sous son autorité. Malheureusement, dans le cas de la Guinée, le PIP laissait tous ses pouvoirs au président de la République qui va jusqu'à nommer le personnel assistant du président de l'Assemblée nationale. Ce qui montre que entre la réalité théorique, entre les idées théoriques de l'autonomie de l'Assemblée nationale en Guinée, le mythe, c'est de dire que l'Assemblée c'est une institution autonome. La réalité, c'est qu'elle n'est pas administrativement autonome. Ni sur le plan de l'organisation, le président de la République nomme beaucoup de personnalités qui travaillent à l'Assemblée. Le dernier, c'est le secrétaire général qui l'a nommé récemment. Et sur le plan budgétaire, normalement, nous jouissons d'une autonomie budgétaire. Ce qui veut dire qu'on élabore notre budget, on le vote, on l'exécute et on ne rend compte à personne. Sauf que dans le cas de la Guinée, l'Assemblée nationale n'élabore pas son budget. La preuve, c'est que le budget qui a été alloué à l'Assemblée nationale de 32 milliards de francs n'a pas été voté par nous, mais par le CNT. Il n'a pas donc été élaboré par le CNT, mais par le gouvernement. Le budget a été voté et à l'heure où je vous parle, ce budget n'est toujours pas débloqué pour l'Assemblée nationale. On entend le ministre du budget se donne le droit de dire s'il va libérer ou pas libérer, alors même que quand le président de l'Assemblée nationale adresse un courrier, il doit l'exécuter. Alors autour de cette réalité institutionnelle, il y a beaucoup de mythes. Beaucoup de mythes. Un des mythes, c'est de dire que les députés que nous sommes, nous avons décidé de nous octroyer, moi j'ai attendu 25 millions, 30 millions, 45 millions. Vous voulez plus? Et on voudrait plus. Ça c'est le mythe. La réalité, c'est que les députés ne sont toujours pas payés à l'heure où je vous parle parce qu'ils n'ont pas d'argent. Le gouvernement ne donne pas, il décidera quand il voudra de libérer l'argent en violation claire des dispositions de nos lois et de la Constitution. Alors l'autre mythe, c'est de dire qu'on s'est octroyé des 4x4, n'est-ce pas? En réalité, les députés n'ont pas droit à des 4x4, n'ont pas droit à des voitures de fonction, contrairement aux préfets, contrairement aux directeurs de service qui eux ont droit, je pense qu'ils croient que le parlementaire est moins important. Donc le mythe, c'est de dire qu'on a des 4x4. La réalité, c'est qu'on n'en a pas du tout. D'ailleurs, vous verrez ma voiture dehors, mais j'ai loin d'être une 4x4. Donc, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de récits romantiques autour de la fonction du parlementaire. Normalement, à partir du moment où notre budget est voté, il devait être libéré. Clairement, à la première demande du président de l'Assemblée nationale, on devait mettre à disposition le budget. Et l'Assemblée est libre de répartir son budget en salaire, en voiture, en chaussures, en chemise, en pantalon. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il ne rend compte à personne. C'est cela l'autonomie financière du Parlement. Malheureusement, dans le cas de la Guinée, le président de la République se donne le droit de dire je ne donne pas le budget. Le ministre du budget même se donne le droit de dire non, la dépense là, elle est trop. Il faut la diminuer. Nous ne sommes pas un appendice de l'administration. Nous sommes une institution autonome. Tout en sachant que si le président de la République est indisponible par incapacité, par décès ou n'importe quoi, la Constitution dispose qu'il est remplacé dans les mêmes fonctions par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que le président de l'Assemblée nationale est potentiellement un président de la République. Et donc les cadres qui le gouvernent sont potentiellement à l'équivalent des membres du gouvernement. Les députés sont à l'équivalent des membres du gouvernement, ou tout au moins des membres des présidents des commissions. Donc ce qui veut dire que normalement, ils devraient avoir les mêmes traitements. Le président de l'Assemblée nationale devait avoir, comme c'est le cas au Sénégal ou dans beaucoup de pays, il a les mêmes privilèges et les mêmes avantages que le président de la République. Et comme c'est le cas en France ou ailleurs, et les parlementaires ont un tout peu plus de meilleurs traitements parce qu'en plus de leurs fonctions administratives, politiques et sociales, enfin, ce sont des institutions sociales. Comme vous le savez, je ne peux pas me permettre d'être absent quand vous m'invitez à une conférence, même si j'avais des obligations ailleurs. Je suis un élu du peuple, je suis tenu, obligé d'abandonner tout pour répondre à vos exigences et venir échanger avec vous, ce qui explique aussi ma présence ici. Ce n'est pas seulement une volonté, mais cela fait partie de ma fonction de répondre aux aspirations des populations, quelles qu'elles soient. Donc ça c'est fondamental. Alors nous avons des pistes de réflexion aujourd'hui, et après
pourrait ne pas monologuer tout seul. Sur le rôle du Parlement, on a dit que le Parlement, nous on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cas de la Guinée, notre Parlement est-il législateur, c'est-à-dire celui qui élabore exclusivement des lois, ou contrôleur? Si je regarde l'histoire du Parlement guinéen depuis les années 90, avec l'installation de la première Assemblée nationale avec El Hadji Diallo, notre Parlement n'a initié que 2 propositions de loi. Ce qui veut dire qu'il s'est contenté tout ce temps de valider les projets de loi qui viennent du gouvernement. D'ailleurs, il y a eu des cas extrêmement graves avec l'affaire Hyperdynamics, l'affaire des mines avec BCRG. C'est lorsqu'il y a eu la fin de la session parlementaire que le gouvernement est venu nuitamment saisir la commission de délégation qui compose 5 députés pour leur demander de ratifier la convention là, et puis comme ça on part, sans forcément permettre à la commission d'étudier. Et c'est exactement la même démarche que le gouvernement actuel et le président de la République ont élaboré en confiant l'étude du budget national au CNT qui était sortant. Avec 2 erreurs fondamentales que nous avons dénoncées dans l'OTAN. La première, c'est que dans l'article 76 de notre Constitution, dispose que le gouvernement, le président de la République ne peut pas convoquer une session extraordinaire pendant la durée de la session ordinaire. Ça veut dire que les sessions ordinaires du 5 octobre au 30 décembre, on ne peut pas faire de session extraordinaire. Et après, du 5 avril au 30 juin, on ne peut pas faire de session extraordinaire. Or, on a tous suivi le décret qui appelle le CNT à session extraordinaire pour étudier le budget, et c'était à la 2e quinzaine du mois de décembre. La deuxième chose, le budget national de la Guinée, c'est 2700 pages. 2700 pages qu'il faut étudier une à une, qu'il faut analyser, comprendre et tout. Il est prévu de faire cette étude en 90 jours, 3 mois. Il n'était donc pas techniquement possible pour les commissaires du CNT de faire cette étude de façon objective, responsable et approfondie en 15 jours. Parce que le temps est manqué et humainement, ce n'était pas facile à faire. Donc, il y a ces difficultés-là. Mais tout ceci, c'est parce que dans notre article 45 de notre Constitution, l'élaboration de la politique, ce qui est comme le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. C'est ce qui explique aussi la puissance du régime présidentiel de notre pays. Nous estimons que dans le temps, il va falloir approfondir la réflexion et probablement évoluer vers la transformation de cet article et confier à la représentation nationale le privilège d'élaborer la politique nationale, à soumettre au gouvernement pour exécution. Parce que, bien sûr, le président de la République est une institution légitime, parce qu'il est issu du suffrage universel, mais les parlementaires aussi ne sont non seulement légitimes par le suffrage universel, mais sont diversifiés, parce que toutes les forces politiques qui sont représentées, ils sont beaucoup plus aptes à élaborer la politique. Ou tout de plus, rendre le gouvernement et le président de la République responsables des politiques qu'ils exécutent. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut bien devant l'Assemblée, le ministre va venir, quelquefois il ne vient même pas, il va amener son secrétaire général, et puis qui va venir nous dire, bon, j'ai décidé de faire un pont entre Gawa et l'Élément. Ça va coûter tel million. Les députés, c'est soit vous votez, soit vous ne votez pas. Si vous ne votez pas, c'est tout le budget qui est annulé. Cela n'empêche pas le président de la République de prendre une ordonnance et de continuer à exécuter comme si le Parlement n'existait pas. Ça, c'est la réalité aujourd'hui de notre pays. Nous souhaitons que le Parlement ait non seulement le droit de faire une étude a priori, que les comptables doivent savoir, ça veut dire qu'avant d'exécuter le budget, avant de soumettre le budget, qu'il y ait une étude d'impact, il y ait beaucoup d'études de coûts, de réalisation, de faits. Ensuite, on élabore le budget, on vient, et pendant l'exécution, que le Parlement puisse venir suivre l'évolution de l'exécution du budget national. Et après, vérifier la bonne exécution du budget national. Cela contribuerait grandement à la transparence dans la gestion des affaires publiques. On ne pourrait pas avoir des scandales à répétition, des suspicions, des trucs, parce que quelquefois, il y a des responsables qui sont de bonne foi, qui peuvent imaginer que tel ouvrage peut coûter tel montant, et puis à l'arrivée, le montant a doublé ou triplé parce que les réalités du marché évoluent. Quelquefois, c'est la délinquance financière,
Mais le parlementaire n'a aucun moyen aujourd'hui de vérifier, de suivre et de contrôler cette action. Donc, vivement la modification.